on se retrouve ce soir pour parler des métiers de la santé et non des ressources humaines. Je vois qu'il y a une erreur sur le diaporama. Alors, Du coup, bon, désolé, mais on va bien parler de santé, ne vous inquiétez pas. Pour ma part, je m'appelle Lucie Potier, je travaille à la Cité de la Solidarité Internationale. Donc, on est l'un des organisateurs de ces Zoom métiers. La Cité de la Solidarité Internationale est une plateforme transfrontalière basée sur Annemasse. Donc, on a pour mission d'accompagner l'ensemble des acteurs de la solidarité internationale, à la fois en France et côté suisse. Je vais donner la parole à Franck, qui travaille chez Bioforce et qui va faire la première partie de la présentation avec l'ensemble de nos intervenants ici présents ce soir et que je remercie chaudement d'être présent. Bonne présentation à tous. Merci beaucoup, Lucie. Et bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Ce sera pour moi mon dernier Zoom, particulièrement Zoom Santé pour l'année. Je vais me présenter rapidement. Je suis Franck Lavigne, je suis coordinateur parcours et métiers pour Bioforce. Alors, mon travail à Bioforce que je présenterai tout à l'heure, mon travail est donc d'accompagner nos apprenants ici à Bioforce pour les orienter, pour les conseiller, pour les former sur le secteur de la solidarité et pour les aider à leur intégration sur ce secteur. Bioforce est une institution assez connue quand même dans l'humanitaire et dans la solidarité. C'est à la fois une ONG et un centre de formation basé à Dakar, au Sénégal, et à Lyon, en France. C'est d'abord un centre de formation qui vise à former donc des humanitaires de différentes manières, format court, format métier, mais également à renforcer le secteur lui-même de différentes manières. Je remercie nos intervenants de ce soir. Je vais brièvement les présenter. Ils le feront de manière plus détaillée tout à l'heure. Tout d'abord, Élodie Achard, qui est co-référente des programmes pour l'association Rééducateurs Solidaires. Ensuite, Benoît Pierre Ligaud, qui est ingénieur biomédical à l'ONG Humatem. Nous avons également Valérie Bellino, qui est référente environnement et santé pour Geneva Health Forum. Et nous devrions avoir le docteur Jean-Pierre Atsous-Allais, psychologue et référent santé mentale au sein de l'ONG Alima. Il ne nous a pas encore rejoint. Nous verrons s'il aura la possibilité de le faire. Excusez-moi, je vous ai rejoint. Ah, eh bien, très bien. Bienvenue. Le docteur Allais est là, je confirme. Parfait. Si vous le voulez bien, je vais prendre quelques minutes pour faire des rappels concernant le secteur de la solidarité. Des rappels généraux que j'essaierai aussi de lier un peu au domaine de la santé. Alors tout d'abord, eh bien, le secteur de la solidarité est représenté par de nombreux acteurs, que ce soit des acteurs locaux, des associations locales, des associations internationales, des membres du mouvement de la Croix-Rouge, des structures de coopération, des structures des Nations Unies, des fondations. Nous avons ces acteurs qui agissent dans des milieux très complexes, des contextes très complexes, où des belligérants, des autorités, des intervenants locaux connaissent très bien les acteurs humanitaires, travaillent avec eux en partenaire ou parfois les utilisent. Nous avons des interventions qui se font dans des contextes de crise, des crises de conflits, de catastrophes naturelles, de crises politiques, sociales et économiques. Et toutes ces crises peuvent se conjuguer à certains moments, ce qui entraîne une certaine complexité dans les zones d'intervention. Nous avons
une dimension depuis plusieurs années qui est celle de la redevabilité. Tous les projets mis en œuvre nécessitent une qualité de réponse aux besoins auxquels les projets veulent répondre. Et nous avons une exigence de transparence vis-à-vis des bailleurs, vis-à-vis des bénéficiaires, même des interventions. Toutes ces conditions, tous ces constats font qu'il y a depuis plusieurs années et même des décennies une hausse permanente des exigences de recrutement face à une multiplicité, une augmentation du nombre de métiers qui interviennent dans le secteur de la solidarité, ce qui a entraîné nécessairement une professionnalisation de ce secteur. Je vais être relativement rapide sur les métiers. On distingue en fait deux types de métiers. On a dans un premier temps les métiers fonctionnels qui servent de catalyseur, de rôle pour rendre les projets plus efficaces dans leur réalisation. On peut citer les métiers de la communication, de la logistique, des finances, de la sécurité, de la coordination d'une manière générale, des ressources humaines dont nous avons parlé la fois dernière. Et en parallèle, nous avons des métiers plus spécialisés qui requièrent des compétences et des savoir-être, des savoir-faire, pardon, des savoirs très spécifiques. On a la spécificité de l'eau, l'hygiène, l'assainissement, de la protection, de l'éducation, de la sécurité alimentaire et ce qui nous rassemble ce soir, le domaine de la santé. Je vais faire une petite parenthèse spécifique sur la santé et rappeler en fait en quoi ce domaine est tout à fait lié au secteur de la solidarité et de l'humanitaire. Je vous renvoie tout simplement au serment d'Hippocrate qui s'est transformé en déclaration de Genève dans un contexte international et qui s'adresse directement aux médecins et à une grande partie du personnel médical, mais également au serment de Nightingale qui est plus relatif aux infirmiers, aux infirmières. J'ai essayé de faire une espèce de zoom sur les différents aspects relatifs à la santé dans l'humanitaire, qui de toute façon se rapproche à la santé dans n'importe quel secteur d'intervention. Tout d'abord, on a clairement, on peut décortiquer la santé en deux aspects très distincts qui vont quand même se conjuguer, la santé physique et la santé mentale, intimement liées forcément. Hein. Et nous avons aussi la santé individuelle, mais aussi la santé sociale ou publique. En face de ça, on a une multitude de métiers et nos intervenants ce soir vont nous parler de leur métier à eux. Alors, j'ai noté quelques-uns les plus connus. Voilà. Si vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît. Alors, nous avons les métiers classiques, hein, infirmière, infirmier, médecin généraliste, psychologue, psychiatre. On a des sages-femmes, on a des toxicologues, on a des dentistes, on a des orthopédistes. Voilà. Enfin, on pourrait vraiment développer la liste à l'infini, je pense. Deux champs très importants, très distincts en fait dans la santé, dans le domaine de la santé. Nous avons de la prévention hein, avec une forme de communication particulière, des lieux d'intervention particuliers, des soins, des remèdes, des médicaments et une organisation un peu spécifique. Et en face, nous avons du curatif ou du palliatif qui utilisent eux-mêmes des lieux spécifiques comme des cabinets médicaux, des hôpitaux, et également des remèdes, des médicaments qui peuvent être totalement différents, mais également des outils, des machines, des véhicules et une organisation encore spécifique à tout ça. Voilà. Je voulais faire cette petite parenthèse dédiée à la santé, au domaine de la santé, avant de continuer sur mon schéma plus classique de constat de l'humanitaire. Dans la solidarité, pour intégrer cette solidarité, on a besoin de différents types de compétences. Je vais faire quelques rappels à nouveau. Tout d'abord, des compétences qu'on dit
cœurs de métier qui sont des compétences spécifiques qu'on acquiert par des études en particulier. Ce sont du savoir, hein, du savoir-faire. Et clairement, dans le domaine médical, il faut parfois un nombre d'années d'études très important, vous le savez, pour acquérir ces compétences cœur de métier. D'une manière générale, on a aussi besoin de compétences transverses, hein, qu'on va voir. On va voir par exemple notamment le management, des compétences informatiques. Mais à cela s'ajoutent d'autres compétences, les compétences comportementales qui sont donc interpersonnelles, relationnelles, qui sont par exemple, et je vais faire le lien notamment avec le domaine médical, qui sont un certain besoin d'empathie, une certaine écoute. Par ailleurs, il y a d'autres compétences qui vont être utiles d'une manière générale, les compétences linguistiques, mais aussi une certaine appétence pour l'international, pour l'interculturalité. Et enfin, des compétences liées au savoir travailler en réseau et en partenariat. Et toutes ces compétences, en fait, ont leur écho dans le domaine de la santé. Ou travailler dans le secteur de la solidarité. Alors, les différents types d'organisations, hein, je les ai déjà un peu évoqués, ce sont les associations, les ONG dites locales, nationales, on a les ONG internationales, on a les structures de coopération, on a les structures du mouvement de la Croix-Rouge, et nous avons des organisations internationales ou des fondations. D'un point de vue géographique, on peut aussi bien intervenir dans ce qu'on appelle des sièges, hein, qui sont souvent dans les pays occidentaux, même si c'est en train de se délocaliser de nos jours. Et on peut aussi avoir des interventions qui se font sur les terrains mêmes où l'on trouve des besoins, donc que ce soit en capitale ou ce qu'on appelle sur base. Nous avons différents types de statuts pour intervenir dans la solidarité, celui de stagiaire, celui de bénévole. Donc, il s'agit d'un travail non rémunéré, mais qui peut être une véritable porte d'entrée en fait pour la solidarité internationale ou nationale. On a le statut de volontaire, qui est un statut très particulier, hein, qu'on trouve souvent dans les interventions de coopération. Nous avons du salariat, hein, de différents types, et des consultances. Et bien sûr, dans le domaine de la santé, toutes ces formes, ces statuts possibles pour intervenir, on les retrouve, sachant qu'on a beaucoup de structures qui vont faire appel à du bénévolat, notamment, je vais citer une ONG qui s'appelle Humanitera, qui est une ONG française, qui utilise énormément de personnel médical dans des projets de court terme, donc ces intervenants viennent durant leurs vacances faire du support dans des projets. Voilà, et on retrouve néanmoins toutes ces autres formes de statut. Les chemins différents pour entrer dans la solidarité ou dans l'humanitaire, nous avons bien sûr la possibilité de postuler directement, avec le temps que cela peut mettre, les difficultés. C'est d'autant plus facile d'intégrer ce secteur quand on a déjà de l'expérience de bénévolat, de volontariat. Donc c'est par l'engagement et qu'on acquiert aussi des compétences spécifiques. Et ensuite, vous avez la possibilité de vous former, des formations courtes, des formations professionnelles et des formations universitaires. Je rappelle qu'il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de parcours type. Néanmoins, dans le domaine de la santé, nous allons voir hein, par les exemples qui nous seront fournis, il y a quand même des formations qui sont requises, il y a des chemins quand même spécifiques pour rentrer par la voie de la santé.
Alors, l'humanitaire, pour qui en général? Eh bien, pour des personnes qui sont formées, comme je l'ai expliqué, des personnes qui ont une certaine expérience, une expérience professionnelle dans le secteur public ou dans le secteur privé, lucratif. Ça fonctionne tout à fait hein, dans le domaine de la santé. Des personnes qui ont acquis des expériences par l'intermédiaire, encore une fois, de bénévolat, d'expériences solidaires. Des personnes qui ont donc des expertises qui se sont développées avec le temps, permettant d'avoir acquis des compétences techniques, mais aussi des savoir-être très spécifiques qui sont attendus dans le secteur. Par ailleurs, une bonne dose de motivation va permettre effectivement d'être prêt à se préparer un peu plus, car pour démarrer une activité dans le secteur de la solidarité, il y a toujours bien des préparatifs à passer, à s'imposer pour pouvoir vraiment être opérationnel. Je vais à présent laisser la parole à nos invités qui vont se présenter et on va commencer par Élodie. Merci Franck. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Élodie Achard. Je suis ici ce soir en tant que ergothérapeute et co-référente des programmes. Donc en fait, je vais me présenter assez brièvement à vous. J'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé mes études en fait post-bac en ayant un master en droit social et de la protection sociale. Et donc, j'ai exercé le métier de juriste en droit social pendant plus de 11 ans en région parisienne. Passionnée de voyage, je me suis absentée une année. Ça a remis en plan les choses et du coup, j'ai entamé une reconversion en 2016. Et du coup, j'ai fait une école, un diplôme d'état d'ergothérapeute. Donc, c'est un diplôme qui est sanctionné au bout de 3 années d'études, avec des stages de terrain, comme souvent dans les professions médicales et paramédicales. Et donc tout ça en vue de pouvoir effectivement intégrer le monde de la solidarité, du développement et de l'action humanitaire. Donc j'ai été diplômée en 2019, ça fait 5 ans maintenant que je suis ergothérapeute. Et du coup, c'est un petit peu, comme l'a dit Franck, un parcours un peu du combattant, on va dire. Pour moi, en tout cas, ça a été le cas. Donc après pas mal de tentatives pour entrer dans des ONG, j'ai décidé l'année dernière de renforcer mes compétences en faisant un master 2 en fait de manager de programmes internationaux humanitaires et développement, et acquérir en fait une double compétence de technicienne de rééducation, réadaptation et de manager des programmes internationaux que j'ai validé donc en 2023, l'année dernière, en fin d'année. Et en parallèle, donc du coup, j'exerce mon métier d'ergothérapeute en centre hospitalier de rééducation et dans une structure, en fait, un lieu de vie pour des personnes qui ont des maladies neurodégénératives. Donc c'est assez intéressant et spécifique. Et je suis en parallèle bénévole au sein de l'association Rééducateurs Solidaires depuis mai 2023. Et depuis octobre, j'y exerce les fonctions de référente des programmes. Et du coup, j'ai, grâce à cette association, fait une mission d'évaluation en lien avec l'ergothérapie et la kinésithérapie au Cameroun l'année dernière. Donc, voilà. Nous allons passer à la présentation de Benoît Pierre Lico. Merci beaucoup. Et bonjour à tous. Donc moi, c'est Benoît Pierre Lico, je suis ingénieur biomédical à l'ONG Humatem. Donc pour vous présenter un peu mon parcours, moi j'ai fait un diplôme d'ingénieur biomédical à Polytech Lyon, et ensuite j'ai pu intégrer l'ONG Humatem une première fois en tant que chargé du support biomédical, donc sur toutes les questions de contrôle qualité des dispositifs médicaux, des conseils aux porteurs de projets pour des associations qui avaient des projets d'appui à l'équipement. Et ensuite, je suis parti à l'ONG Médecins sans frontières logistique, donc la centrale d'approvisionnement de MSF, comme référent produit au département achat. Donc l'objectif, c'était d'identifier les nouveaux standards qui étaient adaptés au contexte d'intervention d'MSF et d'apporter un support aux référents médicaux et une veille technologique et normative sur les EDM, les dispositifs médicaux.
Suite à ça, donc j'ai intégré Médecins sans frontières France en tant que référent technique donc sur la définition et l'application de la politique technique biomédicale, un support au terrain avec des visites d'audit et d'accompagnement des techniciens et ingénieurs biomédicaux sur les projets d'MSF France. Et pour finir, il y a 3 ans, je suis revenu à l'ONG UMATEM en tant qu'ingénieur biomédical où je m'occupe de missions de formation et d'expertise, donc technique, de missions de diagnostic biomédical, des missions autour de l'acquisition, l'investissement en équipements médicaux pour les projets. Je suis aussi référent de l'atelier technique du MATEM et j'ai aussi une mission d'appui conseil de nos ONG partenaires sur finalement le biomédical. Merci Benoît Pierre. Merci. Valérie Bellino va se présenter. Alors, Valérie. Le micro est désactivé. Voilà. Merci. Merci Franck. Moi, je vais vous présenter une carrière qui est une carrière d'urgentiste humanitaire quelque part. J'ai une formation de base d'infirmière et je travaille dans un bloc opératoire. Et j'avais très envie de partir dans l'humanitaire, mais j'étais un peu frileuse. Et puis, je ne savais pas très bien où, avec qui. Donc, du coup, j'ai fait une formation à Bioforce il y a 25 ans. Et puis, j'y ai fait mon année et j'ai décidé de partir avec l'organisation Action contre la faim. Et là, j'ai découvert la nutrition des enfants mal nourris et des traitements curatifs. Et du coup, j'y ai fait quelques années pour finalement, ça devienne une passion. Et j'ai validé mes acquis grâce à un master de santé publique. Et puis, j'ai continué à tourner. Du coup, j'ai travaillé avec Médecins sans frontières, la branche suisse à Genève, et puis finalement la Croix-Rouge internationale, le CICR. Et j'ai de nouveau validé mes acquis avec un master en management que j'ai fini en 2022. Et à partir de ce moment-là, bizarrement, j'en ai eu un peu marre de calculer les microgrammes de vitamine A et les quantités de plum peanut à donner. Du coup, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et depuis l'année dernière, j'essaye d'inclure la nutrition dans plus un côté environnement, santé planétaire. Et je suis partie du CICR pour intégrer le Geneva Health Forum, qui est une association issue des hôpitaux universitaires de Genève et de l'Université de Genève pour faire rencontrer sur la plateforme de la santé internationale à Genève les différents partenaires. Voilà, merci. Merci Valérie. Nous laissons la parole au docteur Jean-Pierre Atsou-Serley. Merci beaucoup. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider avec la vidéo. Je vais fermer ma vidéo. Oui, je suis en train de regarder. Je vous laisse commencer et je regarde en parallèle. Merci. Donc, moi, c'est Jean-Pierre Atsou-Serley. Je suis psychologue clinicien et de la santé de formation. Donc, j'ai fait un master en psychologie clinique et de la santé, neuropsychologie. Puis après, j'ai fait une thèse, un doctorat sur les troubles psychopathologiques des enfants adoptés, facteurs perceptionnels, représentationnels, en travaillant sur les enfants adoptés en Afrique et en Europe. Donc, voilà pour mon parcours en termes de formation. Et au niveau professionnel, j'ai travaillé durant 9 mois à Terre des Hommes Lausanne sur la protection des enfants, où j'occupais la position de responsable santé mentale et psychosociale pour l'Afrique de l'Ouest. Et je couvrais donc 8 pays, en plus le Burundi. Et donc, j'ai occupé cette position durant 9 mois. Ça m'a permis de travailler sur l'ensemble du contexte en Afrique de l'Ouest, mais en faisant des missions aussi à Lausanne. Donc, parallèlement à ça, j'assumais aussi un travail en tant qu'enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, où je m'occupais des cours de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, de la clinique psychologique et la psychopathologie des
des couples et des familles. Donc, j'ai fait ça aussi durant les 9 ans avant de quitter totalement pour aller dans l'humanité pure et dure. Donc, j'ai travaillé avec la Croix-Rouge française en Guinée-Conakry durant 3 ans sur un projet VIH financé par le Fonds mondial en tant que coordinateur santé mentale, soutien psychosocial, protection, genre et inclusion. Donc, après ça, j'ai travaillé pour mon propre compte en ouvrant un cabinet EHPAD, expertise psychologique et psychosociale appliquée au développement, qui couvre donc l'Afrique de l'Ouest et le Madagascar et un peu l'Afrique centrale. Donc, j'ai fait ce cabinet durant 2 ans et demi où on a travaillé sur nombreuses problématiques, notamment de santé mentale, psychosociale, protection, mais dans le cadre du développement et de l'urgence humanitaire. Donc, après ça, actuellement, je suis donc avec Alima, des Alliance International Medical Action, et j'occupe la position de référent santé mentale pour Alima. Donc, je couvre l'ensemble de nos missions. On a aujourd'hui 13 pays, dont l'Ukraine et Haïti, avec, comment on appelle, 11 autres pays de l'Afrique. Voilà, et pour ce qui concerne mon parcours, je n'ai fait donc que santé mentale, soutien psychosocial. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vous prie d'accepter mes excuses. Je ne vous ai pas présenté votre titre et votre appartenance à Alima, mais vous l'avez fait à présent. D'accord, merci. À présent, nos intervenants vont aborder 2 questions. La première est: quels peuvent être les métiers de la santé dans la solidarité? Et la seconde sera les enjeux et les évolutions dans ces métiers. Et Valérie va débuter. Élodie plutôt. Élodie, pardon. Merci. Du coup, qu'est-ce que les métiers de la santé? Alors moi, je vais vous parler de l'ergothérapie et peut-être l'élargir au métier de la rééducation et de la réadaptation en général. Du coup, pour l'ergothérapie, je vais peut-être donner un ou 2 mots clés pour définir un peu le métier parce que c'est pas forcément un métier qui est très connu. Donc en fait, c'est un métier qui vise à maintenir, restaurer et développer en fait et permettre les activités humaines, de prévenir, réduire ou supprimer en fait les situations de handicap pour permettre en fait la participation des personnes à la vie et aux habitudes de vie. Donc en fait, on intervient dans tout ce qui est humanitaire, ça peut humanitaire d'urgence pour éviter que le handicap s'installe, et on peut être effectivement dans tout ce qui est process de développement. Et les actions sur les métiers liés à la rééducation, réadaptation, ils peuvent être assez divers. Ça peut aller de la formation des équipes sur les terrains d'urgence ou de développement qui n'ont pas les compétences ou tout simplement pour augmenter les compétences dans les pays où, par exemple, l'ergothérapie n'existe pas. Je pourrais prendre l'exemple de l'Ukraine, par exemple, où il y a de la kinésithérapie qui est développée, mais beaucoup moins d'ergothérapie. Il y a des ergothérapeutes qui peuvent être effectivement envoyés en mission pour faire des formations et de l'échange de compétences et de capacités sur ces domaines-là. Donc, ça peut être effectivement de la réadaptation sur de la préconisation de matériel, type des fauteuils roulants, des orthèses, des prothèses. Tout ce qui est réadaptation sur les aménagements, l'accessibilité des lieux de vie, des écoles, des domiciles, et de la formation auprès des professionnels de santé locaux. Le transfert de compétences, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité sur tous les métiers de la rééducation. Donc ça peut être aussi la recherche de partenaires pour fabriquer sur place le matériel. Voilà, c'est un petit peu ce type de possibilités métiers qui s'ouvrent sur les domaines, en tout cas, de la rééducation, kinésithérapeute, orthoprothésiste, ergothérapeute notamment. Benoît Pierre, vous prenez le relais. Oui,
absolument. J'avais prévu donc quelques slides pour voilà, mettre un peu un schéma. Donc de mon côté, moi je vais vous présenter mon métier d'ingénieur biomédical et plus largement aussi un métier de la logistique hospitalière et des techniciens biomédicaux. Donc déjà, avant de commencer, je vais essayer de définir très rapidement qu'est-ce que le biomédical, parce que c'est une activité qui n'est pas toujours connue. Alors j'ai une slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc le biomédical, finalement, c'est la gestion des équipements médicaux qui nécessitent une source d'énergie dans leur cycle de vie. Donc on peut parler des équipements d'imagerie, d'échographie, monitorage, les ventilateurs, moniteurs, perfusion, ce genre de choses. Donc c'est tous ces équipements. Et donc le rôle du biomédical, du service biomédical largement, ça va être de suivre tout ce processus de l'expression des besoins, l'acquisition, la réception, le stockage, l'installation, la formation des utilisateurs, la gestion de l'atelier et de la maintenance, jusqu'à la réforme des équipements. Donc voilà un peu pour planter le décor. Slide suivante. Merci. Et donc, voilà, pour présenter aussi un peu dans mes activités de terrain, donc avec l'ONG UMATEM, voilà un peu un hôpital type auquel on est confronté quand on intervient sur nos contextes de mission, donc dans des pays généralement à faibles et moyennes ressources. On trouve souvent des hôpitaux de type pavillonnaire, hein, donc avec des bâtiments séparés, avec aussi des états de vétusté des bâtiments qui ont été construits à différentes époques, donc sur lesquels il faut un peu jongler en termes de maintenance. On va retrouver des installations techniques souvent vétustes, hein, tout ce qui est bloc de ventilation, climatisation, ce genre de choses. Des problématiques d'entretien et de maintenance assez complexes, où on n'a pas toujours tous les staffs nécessaires pour suivre et entretenir tous les équipements. On va avoir aussi des absences ou des manques de systèmes, on va dire, adaptés. On peut parler par exemple des centrales de production d'oxygène ou des générateurs électriques. Donc il y a ce genre d'équipement, c'est difficilement trouvable, ou quand on en trouve par exemple sur les générateurs, ils ne sont pas toujours bien dimensionnés. Donc il y a cette difficulté-là aussi au niveau de la structure. Il y a peu de locaux techniques, un peu d'ateliers techniques, donc souvent c'est un atelier quand il y en a un qui va être partagé entre différents corps de métier, donc il n'y aura pas des ateliers dédiés, peu d'outils, peu de pièces détachées, finalement peu de moyens. Pas de CME, donc les ECME, ce qu'on appelle, c'est les équipements de contrôle, mesure et d'essai, c'est des outils spécifiques à l'activité biomédicale, on n'en trouve quasiment jamais sur les projets. Souvent, finalement, ces techniciens ont une approche en gestion de l'urgence et pas spécialement en prévention. La maintenance n'est pas toujours planifiée. Et bien évidemment, on retrouve souvent des investissements insuffisants de la part des structures hospitalières et des autorités locales par un manque de budget ou une méconnaissance aussi de la profession biomédicale. Et juste voilà, pour vous donner un ordre d'idée des services qu'on va retrouver en règle générale, donc on retrouve bloc opératoire, laboratoire, imagerie, maternité, néonatologie, les urgences et soins intensifs et quelquefois les services d'hémodialyse, et ça représente des structures d'environ 100 à 500 lits d'hospitalisation, pour donner un ordre d'idée. Donc les métiers logistiques en environnement hospitalier qu'on va retrouver, que ce soit sur les projets qu'on mène en ce moment ou par mon expérience passée à MSF, on a besoin finalement d'électriciens ou d'experts en énergie pour tout ce qui est énergie solaire, énergie renouvelable. On a besoin de mécaniciens pour la maintenance du parc motorisé, donc le parc véhicule, les générateurs, les motopompes. On a besoin d'experts en chaîne de froid pour tout ce qui est chaîne de froid hospitalière, du laboratoire, de la banque de sang qui est indispensable. On a besoin d'experts en eau, hygiène et assainissement, notamment pour l'adduction d'eau, le retraitement des déchets, qui est une thématique extrêmement complexe en environnement hospitalier. On a besoin d'experts en architecture et construction sur les projets de réhabilitation, et donc une partie aussi biomédicale que je vais présenter plus largement. Slide suivante. Merci. Donc sur les différents types de missions biomédicales qu'on peut retrouver finalement dans un métier comme le mien, on va avoir par exemple des missions de diagnostic, donc des diagnostics d'établissements hospitaliers, quels sont les besoins des services utilisateurs, comment on intègre les dispositifs médicaux dans un service, comment on structure cette activité. On peut diagnostiquer aussi un parc d'équipements, est-ce que le parc nécessite un plan d'investissement, est-ce qu'il est vétuste et a besoin d'être renouvelé. On peut diagnostiquer le service biomédical, les besoins en formation des techniciens, en outils, en équipements, en processus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement pour chaque projet, c'est le démarrage d'un projet.
On va avoir des missions de formation, donc des missions de formation technique. On va présenter techniquement comment prendre en charge un ventilateur d'anesthésie, par exemple, pour les ingénieurs et techniciens biomédicaux, mais des formations aussi plus larges, plus généralistes pour la gestion d'un parc biomédical. Quels outils de suivi on va mettre en place, comment on fait ce suivi, et comment on met en place finalement un logiciel incontournable qui est la GMAO, la gestion de la maintenance assistée par ordinateur, qui est un outil logiciel qui permet de planifier toutes les activités. On peut avoir des missions d'installation ou de maintenance sur des équipements lourds spécifiques. Souvent, c'est l'imagerie qui revient, puisque c'est des équipements assez complexes à installer. Le laboratoire est une thématique aussi. Et tout ce qui est centrale de production d'oxygène, dont on a beaucoup parlé pendant la pandémie Covid, qui sont des thématiques, des équipements lourds où on a besoin d'une expertise spécifique. Slide suivante, merci. Des missions de mise en place d'activités biomédicales, donc définition des politiques techniques, quels sont les outils de gestion et de suivi, comment mettre en place un atelier, des missions d'investissement aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être achetées localement, donc comment on référence un fournisseur, comment on négocie finalement tout ça, et puis finalement aussi des dons d'équipement, comment on réalise des dons qui sont complets, pertinents, qui vont être fonctionnels. Voilà un peu les différentes missions et qui recrute finalement sur ces métiers biomédicaux dans la solidarité internationale. On va retrouver les ONG en santé, donc Humatem, nous on recrute régulièrement aussi, on demande un peu au réseau d'ingénieurs d'intervenir. La chaîne de l'espoir, MSF, le CICR, Médecins du Monde, Alima aussi recrute des biomédicaux. On a les bailleurs institutionnels qui ont recours à l'expertise biomédicale, comme Expertise France, l'AFD, l'Agence espagnole de coopération, ENABEL, pour citer que, et aussi les institutions onusiennes, donc l'OMS, l'UNICEF, qui peuvent avoir besoin. Voilà pour cette partie sur le biomédical. Merci. Merci Benoît Pierre. Valérie, à présent. Merci Franck. Donc moi, je vais vous parler du métier de nutritionniste. Il y a peu de nutritionnistes dans les programmes humanitaires. Pourtant, c'est un métier qui est extrêmement large. Les nutritionnistes vont intervenir aussi bien dans des programmes de distribution alimentaire pour définir les produits à distribuer ou les populations vulnérables. Elles vont être aussi garantes de la qualité de ces produits-là. Elles vont travailler sur de l'éducation nutritionnelle, prévenir la malnutrition des petits-enfants, par exemple. Elles vont développer des programmes de prévention, alors souvent en partenariat avec des agronomes sur des distributions de graines et d'outils, par exemple, ou des vétérinaires, quand la population est plutôt à un système de vie basé sur les animaux. Elle va être aussi dans du curatif, donc du traitement de la malnutrition, c'est des femmes enceintes, allaitantes, des personnes âgées, des détenus, par exemple pour la Croix-Rouge internationale, ou évidemment des enfants. Elle va être aussi dans des programmes plus santé publique et épidémiologie. Elle va aussi faire des enquêtes nutritionnelles pour connaître les taux de malnutrition, par exemple. Donc c'est un métier qui est très vaste. Et évidemment, on ne peut pas être spécialiste de tout. Donc, on verra comment on fait par rapport à ce challenge-là dans la troisième question. C'est un métier où il est assez apprécié d'avoir une formation médicale ou paramédicale avant. En tout cas, ça facilite le placement dans les ONG quand on veut avoir des postes aussi bien sur le terrain qu'au niveau du siège. C'est un métier où on parle d'un niveau master. Il y a une seule formation en France, il y en a deux en Angleterre. Donc, ce n'est pas évident d'arriver à se former dans ce domaine-là. Et du coup, souvent, c'est des infirmiers ou des médecins qui font ce métier-là et pas toujours à bon usage parce que c'est quand même très spécifique. Voilà ce que j'avais envie de dire par rapport au métier de nutritionniste. Merci Valérie pour ces explications sur ce métier spécifique, nutritionniste. Docteur Jean-Pierre, nous vous laissons la parole. Oui, pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Donc, pour ce qui concerne le volet santé mentale, on doit peut-être le préciser, et les problèmes de santé mentale et soutien psychosocial sont fréquents dans toutes les communautés.
Mais ces problèmes le sont beaucoup plus lorsque les personnes sont confrontées à l'adversité, aux crises, comme par exemple les violences, les déplacements de population, les guerres, les tremblements de terre ou les catastrophes naturelles. Donc, la santé mentale se retrouve donc au cœur de l'intervention humanitaire. Et pour donner une illustration, quand je prends l'exemple du Sud-Soudan, où les populations se sont déplacées pour aller vers l'est du Tchad, dans un cas où vous avez 20 000 personnes déplacées, au moins 80 d'entre eux seront affectés sur le plan santé mentale. Mais ces personnes qui sont affectées, certains d'entre eux, autour de 3/4, avec le temps, vont pouvoir s'en sortir tout seuls grâce à leur propre capacité de résilience. Mais 25% peuvent développer des troubles ou des complications de santé mentale. Et donc, l'urgence d'intervenir sur l'ensemble de ces populations pour prévenir ces complications et faire en sorte que ces complications n'évoluent pas vers des troubles ou des maladies bien constituées et qui peuvent des fois durer tout le temps. Voilà tout l'enjeu de l'intervention humanitaire et en matière de santé mentale et soutien psychosocial. Donc, dès déjà la base, il est nécessaire d'assurer un accueil, une intervention santé mentale à base communautaire pour prévenir les problèmes, identifier les personnes les plus vulnérables et les prendre en charge pour faire en sorte que les problèmes qu'ils présentent dans l'immédiat ne se constituent pas en trouble. Au-delà de ça, il y a certaines personnes qui présentent naturellement des fragilités. Certaines personnes vont avoir d'autres pathologies que la situation de crise va venir amplifier. Donc, pour faire court, la santé mentale reste le plus souvent le parent pauvre, mais de plus en plus ces derniers temps, on lui accorde plus d'importance parce que c'est une action qui complète l'ensemble des interventions humanitaires. Là, concrètement, quels sont les métiers ou bien les services qui sont offerts? Premièrement, j'ai parlé de l'urgence. Donc, il y a ce qu'on appelle les premiers secours psychologiques et de soutien en santé mentale de base qu'on offre normalement à toute personne qui est confrontée à une situation d'urgence. Donc, après cela, on aura des personnes qui vont développer des problèmes ou des troubles comme des états de stress post-traumatique ou des états de stress aigus ou des troubles dépressifs, des choses comme ça. Pour ces personnes-là, on offre un soutien beaucoup plus avancé. Je ne parlerai pas de spécialisé, mais beaucoup plus avancé. Donc, le personnel, par exemple, les agents santé mentale qui sont formés à ces interventions vont assurer cette prise en charge. Parmi ces gens, ceux qui vont développer des pathologies chroniques et durables vont avoir accès à la prise en charge de santé mentale spécialisée, soit par des psychologues, soit par les infirmiers spécialisés en psychiatrie ou par les psychiatres. Là, on va faire à la fois l'intervention pharmacologique et l'intervention en santé mentale, soutien psychosocial pour prendre les gens en charge. Pour finir, je prends l'exemple de la malnutrition dont notre collègue vient de parler. La malnutrition aiguë sévère entraîne de nombreux problèmes chez les enfants. La malnutrition, une fois qu'elle s'installe, peut induire des déficits au niveau cognitif, au niveau psychomoteur, au niveau émotionnel, au niveau psychosocial. Donc, le soutien en santé mentale, le soutien psychosocial permet d'identifier rigoureusement l'ensemble de ces déficits et de mettre en place des activités de psychostimulation ciblant spécifiquement ces déficits-là pour essayer de remédier un tant soit peu à cela. Je prends un exemple tout bête, un enfant qui a été malnutri aigu sévère, qui a par exemple un problème de mémoire. On va mettre en place des exercices de stimulation de la mémoire pour aider l'enfant à pouvoir récupérer. Le dernier volet, c'est le personnel humanitaire. Le personnel humanitaire est exposé à toutes les situations de stress tributaires ou situations d'urgence. Donc, ces personnes absorbent petit à petit ce stress-là. Et il peut arriver que la capacité de tolérance soit dépassée chez certains de façon à ce que cela occasionne soit le stress professionnel, ce qu'on appelle le burn-out, ou certains qui ont déjà d'autres pathologies latentes, ça peut
provoquer la décompensation de ces troubles-là. Donc, c'est un volet important pour les interventions humanitaires que de prendre soin de leur personnel. C'est même une obligation organisationnelle de prendre soin de leur staff, de prévenir les problèmes et au cas où ces problèmes arrivent, comment on appelle ça, d'aider à la prise en charge. Je finis avec ça en donnant l'exemple de Aliment. Par exemple, chez Aliment, il y a une contractualisation même avec notre assurance Allianz Care et il y a un groupe de psychologues autour de 10 qui sont mis en place pour appuyer notre siège à accompagner individuellement chaque humanitaire dans son métier. Voilà ce que je peux ajouter en ce qui concerne le volet santé mentale et soutien psychosocial. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je propose à présent que nous nous intéressions aux enjeux et aux évolutions de ces métiers. Et je redonne la parole à Élodie. Alors du coup, pour les personnes comme moi, avec des métiers, notamment l'ergothérapie, il y a, disons, plusieurs enjeux que moi je perçois, en tout cas, en lien avec tout ce qui est humanitaire, urgence et développement. Il y a des enjeux d'accès, en fait, d'accès aux populations les plus vulnérables, parce qu'en fait, quand on est sur des phénomènes de crise ou post-crise, il y a un phénomène qu'on appelle le surhandicap. C'est qu'en général, effectivement, les personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité sont exposées et surtouchées. Et donc, en fait, l'accès à ces personnes peut être souvent compliqué. Ça peut être des personnes qui sont les derniers à évacuer suite à une catastrophe naturelle, par exemple. Donc, en fait, rejoindre ces personnes-là, c'est déjà un enjeu qui est majeur, surtout sur, on va dire, un contexte qui va de plus en plus, je pense, être avec un croisement et un chevauchement des crises, en fait, économiques, politiques, environnementales, climatiques. Donc, en fait, il y a la notion de l'enjeu d'accès aux populations les plus vulnérables dans les métiers comme le mien. Il y a aussi, je pense, comme enjeu fondamental à développer aujourd'hui, mais c'est déjà les cas, c'est d'avoir vraiment une accroche et une approche communautaire, en fait, systémique de l'action, en fait, humanitaire, à savoir ne pas forcément avoir une approche qui est individuelle de la personne en situation d'handicap ou de vulnérabilité, mais vraiment une approche globale et communautaire qui implique la communauté pour pouvoir effectivement, on va dire, ne pas inscrire l'aide de manière pérenne, en fait, qu'il y ait des relais qui soient faits au niveau communautaire en termes de sensibilisation, de formation et d'échange, et aussi effectivement de besoins, en fait, que les besoins émergent des communautés. Et je pense que dans tout ce qui est rééducation et réadaptation de l'environnement, c'est essentiel. Un autre élément clé et qui est sans cesse en évolution, c'est tout ce qui est en lien avec les aides techniques et ce qu'on appelle l'adaptation, en fait, les préconisations d'adaptation avec les nouvelles technologies, l'IA, la 3D sur notamment la fabrication des orthèses, des prothèses. Donc ça, c'est des enjeux de développement pour les organisations internationales, gouvernementales qui, je pense, sont prises en compte, et de toute façon, les ONG en sont conscientes, mais qui est fondamental, je pense, pour le futur des métiers en rééducation. Et surtout, je pense qu'il est important, quand on a des métiers qui sont en lien avec le handicap comme le mien, d'avoir cette approche culturelle, en fait, du handicap. Parce que ça peut être effectivement une problématique quand on intervient dans des pays avec une notion du handicap et une culture du handicap qui est complètement différente de la notion qu'on peut avoir en France, par exemple. Et donc, je pense que c'est essentiel dans les métiers de la rééducation, mais plus largement d'autres, mais je parlerai en mon nom en tant qu'ergothérapeute. Je pense que l'approche du handicap et la sensibilisation à comment la culture dans laquelle on va intervenir visualise ce handicap ou cette vulnérabilité, elle est essentielle dans la prise en charge. Il faut en avoir conscience, je pense, quand on s'engage dans ce type de parcours et d'intervention, parce que il peut y avoir du coup des incompréhensions, des malaises et des rejets de l'action en elle-même. Donc voilà. Pour moi, c'est des aspects et des enjeux qui sont assez importants dans les métiers de la rééducation aujourd'hui sur les actions de solidarité.
Ouais, très bien, merci Élodie. Ça va être à vous à nouveau, Benoît Pierre. Je vais passer vos diapositives Merci. supplémentaires. Alors, sur les défis qu'on peut retrouver finalement sur ce métier d'ingénieur biomédical en solidarité internationale, c'est déjà que dans la plupart des pays, des contextes d'intervention, on a un marché local assez limité en termes de fournisseurs d'équipements et de prestataires techniques. Ce qui fait que il faut être très adaptable finalement sur l'approche aussi de la prise en charge de ces équipements et essayer de trouver des solutions un peu alternatives, puisque si on fait on prend le pendant par exemple d'un exemple en France, pour les équipements d'imagerie, pratiquement tous les hôpitaux sous-traitent cette maintenance, ce genre de maintenance. Ça ne sera pas forcément possible dans tous les pays où on intervient, et c'est là où il faut développer certaines compétences ou certaines alternatives. Donc ça nécessite aussi quelques adaptations. Ce qu'on peut noter aussi dans les différents challenges qu'on peut avoir, c'est qu'il y a peu d'implication d'ingénieurs biomédicaux dans les décisions stratégiques des hôpitaux, pour la bonne raison qu'il y a peu déjà d'ingénieurs puisqu'il y a peu de formation. Et souvent, en fait, on va dire que le marché public qui réalise l'acquisition des dispositifs se place au niveau des ministères et bien souvent trop éloigné du contexte hospitalier. Donc là, ça nécessite une sensibilisation des décideurs de santé qui est nécessaire. Donc c'est un point d'attention. Slide suivante. Merci. Et voilà, d'autres défis aussi, c'est des équipes biomédicales et logistiques en règle générale, bien souvent en sous-effectif de ce qu'on peut observer finalement dans des établissements hospitaliers. On va avoir un technicien, un maintenancier qui va faire l'électricité, le biomédical, l'eau, l'assainissement, qui va être aussi chauffeur de l'ambulance. Donc on comprend bien que cette unique personne, elle ne va pas être en capacité de pouvoir bien planifier ses maintenances sur toutes les activités. C'est impossible, donc il faut encore une fois sensibiliser aussi les décideurs à recruter, à bien dimensionner finalement les effectifs. Des budgets souvent très limités, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que quand on trouve un technicien, un atelier, il n'y a pas forcément des outils, il n'y a pas forcément de pièces détachées. On a une approche de la maintenance, on attend que l'appareil médical tombe en panne pour acheter la pièce qui va bien, il n'y a pas spécialement de planification. Donc c'est aussi, ça passe par la formation pour essayer de mettre en place un processus planifié pour tout ça, pour cette gestion. Et un des freins aussi à ce métier, c'est qu'il y a peu de cursus de formation. Souvent, les ingénieurs biomédicaux sont allés se former à l'étranger. Et quand nous, on intervient pour faire des formations, les techniciens biomédicaux sont souvent des électroniciens, des électriciens, mais il y a peu de biomédicaux de formation. Donc ça, c'est des choses assez complexe à gérer. Mais cependant, au niveau des évolutions qu'on peut observer ces dernières années, donc moi, ça fait bientôt 14 ans que je travaille sur cette thématique, on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles formations qui se développent. Donc, on a des pays qui ouvrent à l'université des formations d'ingénieurs biomédicaux, donc dans pas mal de pays africains notamment. Des politiques aussi nationales biomédicales qui commencent à émerger pour cadrer tout ça. Donc, on a un cadre normatif qui arrive à structurer finalement ces métiers. Des projets d'envergure aussi avec des collaborations entre différentes ONG sont réalisés. Ça fait suite aussi à la pandémie Covid où on a vu qu'il était finalement nécessaire d'avoir des équipements médicaux fonctionnels pour prendre en charge nos patients. Donc ça a permis finalement de doter de financement certains gros projets qui permettent de mettre en avant la maintenance biomédicale. Et finalement, les marchés locaux s'étoffent aussi. Les fournisseurs reviennent dans ces pays parce qu'ils ont vu qu'ils avaient aussi un intérêt, et notamment avec de plus en plus de développement de dispositifs médicaux innovants qui sont adaptés, on va dire, à tous les contextes universels, où ça nécessite moins de maintenance, peut-être la formation utilisateur est plus réduite, ça va plus vite à installer. Donc voilà, il y a des choses, des bonnes initiatives qui se mettent en place. Merci. Merci. Valérie? Oui, merci Franck. Donc après vous avoir dit que c'était pas facile de devenir nutritionniste puisqu'il n'y avait pas beaucoup de formation et que souvent c'était une deuxième formation après avoir une formation paramédicale ou médicale d'abord. J'aimerais bien vous dire que c'est un métier qui est très satisfaisant.
C'est-à-dire que quand on va sur le terrain et qu'on voit qu'il y a des problèmes alimentaires ou des problèmes de production et qu'on intervient avec les populations, évidemment, on rentre de suite dans quelque chose de très concret et de suite en contact avec les populations. De même, quand on traite la malnutrition chez les moins de 5 ans, et qu'on a un enfant très mal nourri et qu'au bout d'1 mois, il est capable de courir ou d'aller à l'école, évidemment, on voit de suite l'impact de son travail. C'est un métier où il faut arriver à se faire entendre. Donc, c'est un métier très transversal, comme je vous le disais. Donc, on travaille aussi bien avec des logisticiens que des médecins, que des épidémiologistes, que des agros ou des vets. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on approche beaucoup de différentes personnes dans l'équipe. Par contre, puisque tout le monde mange et que tout le monde connaît ce qu'est la nourriture, on a beaucoup de mal à se faire entendre auprès des décideurs de la mission pour faire des proposals qui correspondent réellement aux besoins des gens. Et ça, c'est un vrai challenge d'arriver à être vocal et entendu et de défendre le droit de ceux qui n'ont pas de voix finalement. Parce qu'un gamin de moins de 5 ans, ce n'est pas lui qui va aller manifester. Donc, il faut vraiment arriver à grimper les échelons des décideurs pour pouvoir se faire entendre. Après, il y a souvent dans l'émission 1 ou 2 nutritionnistes. Donc, c'est très large comme boulot et on se retrouve relativement seul avec des partenaires de travail, mais dans la spécialité relativement seul. Et un des challenges, c'est vraiment arriver à faire des groupes de travail, être en contact avec d'autres, parce qu'on n'arrive pas à avoir toutes les spécificités. Et ça, les nutritionnistes l'ont bien compris. Par exemple, au niveau du mouvement Médecins sans frontières, il y a un working group nutrition dans un groupe de travail où on échange nos savoir-faire. Au sein de la Croix-Rouge internationale, c'est la même chose. Il y a peut-être une vingtaine de nutritionnistes qui travaillent pour le CICR, mais où qu'elles soient dans différents pays en guerre, il y a un groupe de travail qui les regroupe tous et toutes pour pouvoir s'entraider. Mais aussi au niveau du cluster nutrition, il y a des groupes de travail thématiques, nutrition curative, nutrition et environnement, où il faut aller chercher du soutien. Et donc ça, c'est une vraie difficulté parce que quand on est sur le terrain, on est happé par la vie au quotidien et nos missions, notre travail terrain, alors qu'il faut vraiment arriver à sortir. Et puis, de notre côté, depuis 2 décennies, le taux de malnutrition et d'insécurité alimentaire était vraiment en décroissance. On avait de moins en moins de problèmes. Et puis, depuis le Covid, avec le réchauffement climatique et les changements environnementaux, depuis quelques années, on a de plus en plus de malnutrition, on a de plus en plus d'insécurité alimentaire. Et c'est quelque chose qui est vraiment une évolution qui va perdurer. Ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de programmes autour de ça, alors qu'il y a de moins en moins de financement. Donc, en ce moment, un des gros challenges de la profession, c'est d'essayer d'être innovant, de trouver des nouvelles manières de répondre aux problèmes d'insécurité alimentaire et de malnutrition et d'essayer d'inclure ça dans des programmes où on pourrait lier la santé humaine, la santé environnementale et la santé animale pour qu'on ait des approches un peu win-win et qu'on puisse réellement répondre aux besoins des gens. Pour être innovant, il ne faut pas être qu'au niveau du siège, il faut voir aussi les difficultés sur le terrain. Donc, c'est aussi arriver à faire une balance entre je fais des missions au terrain, mais je suis aussi en conseil au niveau des sièges. Parce qu'il faut arriver à trouver l'innovation, sinon on va vraiment avoir des difficultés pour répondre aux besoins des gens et des besoins d'urgence notamment. Voilà, je m'arrête là, Franck. Merci. Écoute, merci beaucoup Valérie. Et alors, avant de laisser la parole à Jean-Pierre, déjà on voit la diversité des défis à l'échelle de vos interventions et donc c'est vraiment à l'échelle de la diversité des métiers et je pense que Jean-Pierre va rajouter encore une fois une autre dimension à ces défis. Oui, justement, merci beaucoup. Oui, en effet, les problèmes se ressemblent par endroits,
Mais ce que je pouvais ajouter de spécifique, c'est que l'un des défis de la santé mentale, c'est d'abord, comment dire ça, la perception et la représentation de la santé mentale qui est toujours un peu stigmatisée. Donc, c'est un défi important et cela influe aussi bien sûr l'offre de formation, les formations disponibles et l'intervention. Donc, l'un des problèmes qui découle de cela, c'est la discontinuité dans les soins de santé mentale. Je reviens sur l'exemple que j'ai donné à l'est du Tchad. Vous identifiez dans ce camp de déplacés internes, par exemple, une dame qui a été agressée sexuellement et qui décompense en faisant une psychose. Vous ne savez pas ce que vous pouvez en faire parce qu'il n'y a pas les soins disponibles. Il n'y a pas une structure d'accueil qui peut accueillir au fin fond de Gosveda, par exemple, une dame qui est psychotique. Même si vous arrivez à l'amener en Djamena, ce n'est pas sûr d'avoir une structure en dehors de l'unique structure étatique qui puisse assurer la prise en charge. Donc, c'est un problème important. C'est pour cela d'ailleurs que l'OMS avait initié le programme Complet les gaps en santé mentale, Mental Health Gap, dont le but est d'assurer des services de santé mentale dans toute la pyramide d'intervention en santé mentale. Et donc, c'est un premier défi. Et cela implique aussi donc le manque de professionnels ou bien de spécialistes. Quand je prends l'exemple des pays sur lesquels nous travaillons, nous avons environ 2 psychologues pour 500 000 personnes, alors qu'il faut normalement, selon les normes de l'OMS, 13 pour 100 000. Du coup, c'est un besoin important de personnel qualifié et de personnel qui puisse assurer ces interventions-là. C'est là-bas où vraiment l'initiative de Bioforce et des autres organisations est très louable parce qu'au-delà des formations universitaires et tout, on offre quand même des formations, je dois dire, pratiques, issues de l'expérience du terrain pour former les gens. L'initiative de l'OMS, justement, c'est d'amener les personnes qui ne sont pas spécialisées nécessairement en santé mentale à pouvoir assurer les soins de santé mentale de base. Donc, c'est un champ d'intervention qui est très ouverte et sur lesquels on doit travailler en termes de défis. L'autre chose aussi, c'est le budget et le financement. Déjà, dans nos pays, particulièrement en ce qui concerne l'Afrique, moins de 1% des budgets de santé sont consacrés à la santé mentale. Donc, un gros défi. Nos pays sont démunis des systèmes ou bien des structures de prise en charge en santé mentale et cela répercute sur les interventions humanitaires quand ça fait la jonction et le système de partenariat. Même parmi les humanitaires, beaucoup d'organisations aujourd'hui viennent à financer davantage la santé mentale et le soutien psychosocial, mais il y a quelques années, ce n'était pas tout à fait. Donc, voilà un autre gros défi. Et qu'est-ce que je peux ajouter pour terminer? La disponibilité des approches, comment je dois dire, contextualisées, qui prennent en compte les réalités des populations. Je prends l'exemple de, quand vous prenez le Canada, par exemple, sur des approches psychothérapeutiques adaptées à leur contexte. Si vous arrivez à Madagascar, par exemple, ou bien, je ne sais pas, en RDC, au fin fond, la perception des gens par rapport aux troubles de santé mentale est compliquée. Donc, les approches que nous amenons pour assurer la prise en charge, les gens, des fois, ils ne se retrouvent pas dedans. Tout en gardant les principes de base, il y a besoin de contextualiser. Au niveau des recherches, au niveau des nouvelles innovations, il y a tout un travail à faire à ce niveau-là pour rendre la santé mentale accessible. C'est valable pour les médicaments aussi. Vous allez voir les psychotropes, les neuroleptiques, l'ensemble des médicaments pour la prise en charge pharmacologique, c'est déficitaire. D'ailleurs, en Afrique, le contrôle de ces médicaments au niveau de nos pays, c'est un gros défi. Et donc, certains qui essaient de mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance, même les molécules les plus importantes, telles que recommandées par l'OMS, on ne les trouve pas. Donc, pour ne pas être trop long, voilà l'ensemble des défis et des enjeux qui concernent la santé mentale. Voilà, merci beaucoup.
Merci Jean-Pierre. Je vous remercie sincèrement tous les quatre parce que vous avez, par vos interventions, vraiment illustré une partie de ce qu'il y a à faire pour l'avenir. Et nos participants à cette conférence ce soir voient bien qu'il y a effectivement de l'espace pour eux et de l'espace pour bien du monde dans ce secteur de l'humanitaire, notamment dans le domaine de la santé. Je vous propose que nous passions à la session de questions-réponses. Merci à tous. C'est Laetitia Lascar, responsable de la Cité de la Solidarité Internationale, qui prend la parole. Nous allons parcourir vos questions dans le chat. Nous vous invitons à en ajouter si vous en avez. Et j'en avais identifié une dès le départ. Peut-être Franck, tu pourras répondre à celle-là pour commencer. Quelle place pour les logisticiens et les pharmaciens dans les métiers de la santé dans la solidarité internationale? Alors, les logisticiens, vous savez probablement pour certains d'entre vous que Bioforce s'est construit sur, il y a 40 ans et plus, sur des besoins de cheminer des vaccins, de les tenir en état dans les pays où ils étaient envoyés, notamment les pays africains, pour des grandes campagnes de vaccination. La chaîne du froid, donc, nécessitait de former des logisticiens, et c'est sur cette base-là que Bioforce a été créé. Je pense que Benoît Pierre également a bien évoqué effectivement le besoin de personnes compétentes dans des domaines spécifiques, techniques et logistiques dans le domaine de la santé pour le secteur. Il y avait une autre dimension dans la question, c'est celle des pharmaciens. Je pense que à la fois Dr Jean-Pierre et également, je pense, nos autres intervenants ont donné ces notions de besoin, de produits avec date de péremption, quel qu'il soit, hein, que ce soit de la nourriture, que ce soit des médicaments, que ce soit des remèdes. Bioforce ne forme pas de pharmaciens, mais les pharmaciens sont essentiels dans les interventions humanitaires, quelles qu'elles soient, liées au domaine de la santé. N'hésitez pas à compléter, chers intervenants. Peut-être sur le métier de pharmacien, si je peux voilà, ajouter quelque chose. C'est vrai que sur les projets hospitaliers, ils sont aussi les référents hein, sur tout ce qui est le pharmacien hospitalier, référent sur la partie hygiène de l'hôpital, hygiène hospitalière, en plus d'être référent sur la gestion de tout ce qui est stockage de médicaments, vaccins, ce genre d'éléments. Donc effectivement, c'est un métier indispensable au bon fonctionnement d'un hôpital. Docteur Jean-Pierre veut intervenir, il me semble. Ah oui, oui, j'ai raté. Je voulais juste compléter un tout petit peu en ajoutant que, comme les collègues viennent de le dire, et sans médicaments, il n'y a pas normalement de soins de santé, et particulièrement chez nous en Afrique, les référents pharma sont confrontés au problème d'abord de la qualité, de la validité des médicaments qui circulent sur le marché. Par exemple, les centrales pharmaceutiques de nos pays, les médicaments qui arrivent n'ont pas les mêmes standards que ceux qu'on trouve par exemple en Europe. Toutes certaines organisations sont obligées d'acheter les médicaments en Europe, de passer par de grosses chaînes logistiques jusqu'à ce que ça arrive. Au cas où on est coincé, qu'on achète sur place, il y a des problèmes par rapport à la qualité des soins. Parce que le système de contrôle et de vérification est un gros défi. Donc, effectivement, le métier de la pharmacie est au centre de l'intervention médicale et sans ça, vraiment, il n'y a pas d'action humanitaire médicale. Ok. Jean-Pierre, je vous laisse baisser la main éventuellement. Il suffit de cliquer sur la petite icône. On avait des questions sur le métier de nutritionniste. Valérie, vous y avez partiellement répondu. Donc, l'Institut pour devenir nutritionniste en France, je vais relire votre question et puis
La réponse, c'est l'Université de Montpellier, dans le sud de la France, un master en sécurité alimentaire et nutrition dans les pays du Sud. Et puis, les questions corrélées, c'est... C'était... non, c'était pas sur la nutrition, c'était sur l'ergothérapie. Combien de temps, quelle est la durée d'une formation d'ergothérapeute? Donc, du coup, c'est pas pour Valérie, c'est pour Élodie. Et ben du coup, c'est une formation qui dure 3 ans. Et sur ces 3 ans, la première année, en général, vous avez 1 mois de stage, et les 2 autres années, vous avez 2 fois 2 mois. Donc, il y a majoritairement des instituts spécialisés qui sont en tronc commun avec infirmières, kinésithérapeutes et aides-soignants. Et quelques universités, notamment Bordeaux et Lyon, je crois, dispensent le diplôme d'état d'ergothérapeute. Ok. Et alors, nous avons ici, j'essaie de les prendre dans l'ordre pour éviter que certaines passent entre les mailles du filet, ce qui peut donner une sensation de tout azimut. Je vous prie de m'en excuser. On a la question d'une kiné spécialisée en neuropédiatrie. Y a-t-il parfois des missions spécifiques dans ce domaine? Et ou des formations des professionnels sur place, donc j'imagine sur le terrain, au soutien aux familles et des formations apprenant aux parents sur comment aider les petits. Donc, je sais pas si... Alors, du coup, juste pour la seconde partie de la question, ce que je sais, en tout cas, ce que j'ai pu expérimenter, c'est qu'il y a certaines associations, des petites associations qui peuvent faire de l'envoi de professionnels de santé sur des stages d'éducation mère-enfant, par exemple. Alors là, je parle en ergothérapie notamment. Il y a certaines associations qui mettent en place sur des unités de réadaptation fonctionnelle des stages aux familles où effectivement l'enfant en situation de handicap vient avec un parent. Et du coup, les gestes de positionnement, de transfert, d'accompagnement sur les actes de la vie quotidienne sont transmis et enseignés aux parents pour qu'ils soient reproduits à la maison. Alors, ça répond pas complètement à la question, mais en tout cas, voilà, il y a des choses comme ça qui existent, donc je pense qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits dans d'autres professions. Ensuite, Laetitia, si tu veux, j'ai vu quelques oui, vas-y. éléments dans le chat, notamment des personnes formées dans le médical qui, après des formations, et notamment à Bioforce, vont sur d'autres parcours et notamment vont faire des formations chez nous de coordination de projet et parfois de logistique, parfois sur voilà, d'autres thématiques et qui, en fait, la question, elle serait comment conjuguer en fait ces nouvelles compétences avec justement le médical. Alors clairement, quand vous avez un cœur de métier et que vous bifurquez vers des formations, on va dire, moins thématiques, mais d'encadrement, de support, vous pouvez de toute façon être une personne référente là où vous travaillez, là où vous intervenez. J'ai vu la situation évoquée qui était après une formation de coordination programme humanitaire, être responsable de base. On peut facilement passer de ces fonctions support et revenir vers des fonctions plus thématiques, spécifiques. Et voilà, c'est à vous de, comment dire, de tracer votre parcours, de le définir. Pour cela, il faut s'inscrire dans le temps, avoir une approche stratégique et surtout voir sur quels besoins
on est à la fois le plus à l'aise et comment dire, le mieux dans la réponse. Moi, je veux bien Merci. intervenir sur ça, Franck aussi. Oui, Bon, moi, j'ai fait beaucoup de ressources humaines, d'encadrement d'équipe, de recrutement, de choses comme ça. On s'aperçoit souvent que les meilleurs techniciens sont pris pour devenir chefs de projet et encadrer leurs collègues. Et là, bah, ça marche pas parce que c'est pas le même métier. On peut être très bon technicien, mais ne pas savoir manager une équipe ou une base. Et je trouve tout à fait. très courageux et très éclairé de pouvoir faire une formation a posteriori dans le management, les ressources humaines, quelle que soit l'activité, pour pouvoir prendre en responsabilité une équipe. Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours gagné qu'on est connu en tant que une profession technique, donc moi je pars en tant que nutritionniste, de devenir quelqu'un de plus généraliste ou de management, d'encadrement. Mais quand on est connu dans une ONG ou une organisation, on a souvent sa chance pour pouvoir faire valider ça, prendre des responsabilités et surtout montrer que on s'est donné les moyens et qu'on a vraiment les compétences. On n'est pas juste un technicien qui monte en grade, mais on s'est donné les moyens d'avoir des compétences. Et ça, Bioforce le propose. Et il faut y aller, quoi. Je trouve que c'est une belle démarche, en tout cas. Je suis entièrement d'accord parce que c'est aussi d'une certaine manière une mise à disposition au service d'un collectif. Ce que tu évoquais tout à l'heure, en fait, prendre du recul, se former, c'est souvent ça aussi, hein, prendre du recul et essayer de prendre en considération beaucoup plus les autres domaines d'intervention et les prendre vraiment en compte dans le dimensionnement des projets, notamment dans la mise en œuvre des projets. Ce que tu regrettais tout à l'heure dans ta présentation, qui fait parfois défaut sur l'émission. Vous voulez compléter ou je passe à une question suivante? J'enchaîne. Il y en avait une qui interrogeait la place des infirmières, des compétences spécifiques recherchées, j'imagine, chez les infirmières. Et donc, si elles n'ont pas une place spécifique, quelle serait la formation la plus adaptée auprès de Bioforce? Alors, je peux vous parler de ce qui se fait assez souvent. Nous avons beaucoup d'infirmières qui viennent faire des formations de coordination, de projets humanitaires, de programmes humanitaires, car après plusieurs années de travail plus technique, spécifique, ont envie justement de prendre une dimension, de prendre du recul, de prendre plus de recul et justement de se sentir dans le besoin ou dans la possibilité d'apporter plus à une mission. Et c'est souvent des très belles réussites. Je dirais que quasiment à chaque fois, on a des personnes qui comprennent justement vers quoi elles vont et elles s'intègrent très facilement sur les formations et par la suite dans les autres métiers de l'humanitaire. Ai-je répondu à la question? Je sais pas. Moi, je veux bien compléter Franck de nouveau, Oui. si c'est possible, parce que je suis Vas-y, infirmière vas-y. de formation de base et j'ai fait Bioforce pour pouvoir me donner des compétences différentes et intégrer l'humanitaire. Je pense qu'en tant qu'infirmière, quand on part dans l'humanitaire, ce qui est bien, ce qu'il y a besoin, c'est d'amener une compétence qui n'est pas disponible dans le pays. Si c'est pour prendre la place de quelqu'un qui peut le faire localement, il n'y a aucun intérêt. Et infirmière, c'est un métier qui est quand même très développé dans les pays en crise. Donc, c'est vrai que pour pouvoir partir en tant qu'infirmière, il faut amener un plus. Et ce plus, ça peut être une formation en management et en coordination, par exemple. Ça peut être de la médecine tropicale, ça peut être de la nutrition, de la vaccination.
du biomédical aussi. J'ai vu des infirmières se spécialiser, de la formation pour pouvoir faire du capacity building des équipes. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir amener son plus et pas venir juste en compétition avec des ressources qui existent déjà localement et qui seront de toute façon beaucoup plus adaptées à la situation et beaucoup moins chères, évidemment. Oui, c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a un certain niveau de compétences requis. On ne va pas envoyer d'aides-soignants, d'aides-soignantes sur des missions, car ces métiers, on les retrouve localement très facilement. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même un niveau de savoir et de savoir-faire à un certain degré qui va être demandé. Merci. Du coup, avant cette intervention, j'avais identifié une question plus haut. C'était le cas d'un des participants qui a une licence en analyse biomédicale et 10 ans d'expérience au ministère de la Santé du Sénégal, j'imagine, et une formation en coordination programme humanitaire à Bioforce à Dakar, qui nous demande comment intégrer une ONG telle que vos ONG d'appartenance à chacun. Je pense que chacun d'entre vous a sa propre anecdote des premiers entretiens d'embauche dans le secteur, des premiers obstacles surmontés, du jargon à adopter. Donc, peut-être, Benoît Pierre, toi qui viens un peu du même secteur que la personne qui nous a posé la question, tu peux nous partager ton expérience? Oui, absolument. Du coup, mais effectivement, il y a deux thématiques qui sont différentes. C'est vrai que le secteur de l'analyse biomédicale, c'est plutôt lié à tout ce qui est technique de laboratoire, donc vraiment orienté laboratoire. Quant à la maintenance biomédicale, qui est plus orientée sur la maintenance de tous les équipements de dispositifs médicaux électroniques qu'on retrouve à l'hôpital. Donc c'est un peu plus spécialisé, donc ce que ce monsieur demande. Sa formation est très orientée laboratoire. Donc nous, dans notre ONG, on est spécialisé biomédical, donc ça va pas, il n'y aura pas forcément de lien. Mais de mon expérience passée, par exemple à MSF, je sais qu'ils recrutent régulièrement des responsables de laboratoire sur les différents projets. De toute façon, chaque hôpital a besoin d'un laboratoire et chaque laboratoire a besoin d'un responsable de laboratoire. Donc c'est peut-être une piste à creuser pour cette personne pour pouvoir intégrer une ONG. Et voilà, de toute façon, chaque hôpital a un laboratoire, donc ça peut être possible dans ce sens-là. Peut-être certains veulent compléter sur la base de leurs propres expériences. Oui, je voudrais ajouter juste un peu en disant, quand je considère à Lima, par exemple, chez nous, on a un responsable, un référent labo qui est ici, et en même temps sur chacune de nos missions, comme le collègue vient de le dire, des fois on a besoin d'un responsable de laboratoire. On a besoin d'un responsable de laboratoire pays ou bien sûr des missions spécifiques. Et donc, voilà, c'est des besoins qui existent. Et ces responsables pays sont supervisés, accompagnés par le référent labo qui est basé ici à notre siège. Donc, effectivement, c'est des besoins qui existent sur le terrain. On a quelques questions sur les spécialistes de certaines thématiques, comme le VIH, la vaccination ou la microbiologie. Est-ce que certains d'entre vous veulent prendre la parole en particulier pour parler de ces spécialités qui touchent différents corps de métier et peut-être sur lesquels vous avez eu l'occasion de travailler sur vos postes antérieurs les uns les autres? Oui, je voudrais pouvoir intervenir justement pour faire le lien avec
les personnes qui ont des expériences plutôt dans la recherche biomédicale, laboratoire. De mon expérience, dans les différentes parties du monde où j'ai pu intervenir, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Asie du Sud-Est, j'ai très régulièrement vu des structures humanitaires qui employaient des personnes venues du monde entier pour travailler sur des questions de recherche, notamment sur le paludisme. D'accord. Vous permettez que j'ajoute quelque chose? Oui, complétez. Il n'y a pas de souci. Oui, pour Alima, 25% de nos interventions sont orientées sur la recherche biomédicale, comme le collègue vient de le dire. Et vous vous rappelez de Ebola en Guinée. Alima avait fait une expérimentation, une mise en place un traitement sur Ebola. Et présentement, on fait une autre étude sur le Covid Compare en Guinée-Conakry. Nous sommes sur le Lassa aussi au Nigeria. Donc, même la santé mentale, on a travaillé sur les TSC, les psychotraumatismes avec l'Université de Marseille au Burkina. Donc, c'est dire que effectivement, des organisations, certaines comme Alima, ont un volet recherche qui éclaire, qui donne de l'information pour l'action humanitaire. S'il y a des collègues qui sont intéressés, oui, il y a des stages, il y a des postes même qui sont ouverts dans le domaine de la recherche. Ok, merci. Et alors, il y a un certain nombre de questions sur les inscriptions à Bioforce. Je vais faire une petite parenthèse. Vous pouvez, peut-être, Franck, tu peux mettre dans le chat le lien de contact pour avoir accès à un conseiller d'orientation. Parce que Bioforce met à disposition des conseillers d'orientation qui vous permettent de savoir si, avec votre profil, votre parcours, le choix de formation que vous visez ou auquel vous souhaitez vous inscrire à Bioforce est pertinent ou non. Ils peuvent aussi vous orienter vers d'autres solutions de formation plus adaptées à vos besoins, plus adaptées à votre géographie, plus adaptées à votre parcours antérieur. Donc, vous serez vraiment bien conseillé par ce canal-là. Et je te remercie par avance, Franck, de mettre l'email contact. Voilà, bah, il y est. Voilà, je viens de le faire. info@bioforce.org. Je le dis à l'oral juste voilà. Pour le replay. Voilà. Et je vais me permettre d'expliquer un peu rapidement le processus. Vous allez Vas-y. avoir une personne en première instance qui va essayer de répondre à vos questions et surtout vous expliquer comment vous pouvez prendre effectivement un entretien spécifique, individuel, d'une heure, 3/4 d'heure, 1 heure, qui permet justement d'identifier avec vous, en fait, un éventuel projet professionnel et surtout de creuser un peu plus votre envie du secteur de la solidarité. Et là, je veux justement être très large, solidarité nationale ou internationale. Alors, j'enchaîne sans transition. On a aussi des questions qui font le lien entre les problèmes de nutrition, de santé globale et de climat. Je pense que elles concernent moins la question de la formation, de l'orientation, du parcours professionnel que celle du débat de fond des causalités et des liens transversaux entre les différentes problématiques à l'échelle mondiale. Donc, à moins que l'un d'entre vous ne souhaite absolument y répondre, je propose qu'on laisse ça pour un espace plus adapté. Mais je voulais dire à ceux qui ont soulevé le sujet qu'il est tout à fait pertinent malgré tout. Je vous remercie pour vos questions. Alors, il y a un certain nombre de participants qui sont en recherche de stage. Est-ce que les uns et les autres, vous savez si vos différentes structures cherchent des stagiaires en ce moment? Peut-être les aider un tout petit peu par ce biais-là.
Docteur Allais, est-ce que Alima recrute régulièrement des stagiaires? Est-ce que pour cette année, les besoins sont fournis? Oui, ce que je peux dire, c'est... On ne va pas donner les contacts personnels des intervenants, mais on peut quand même écouter quelques exemples qui vous inspireront pour chercher le stage de votre vie. Ouais. Oui, en tout cas, l'expérience que j'ai, c'est que beaucoup de personnes issues de Bioforce viennent contacter Alima pour demander à faire des stages. Et la dernière fois, l'université d'été organisée par Bioforce, Alima était présent. Et après ça, c'était ici à Dakar. Beaucoup de personnes sont venues. Donc, notre directeur général, Dr Moumouni, il envoie les stagiaires dans les différents services. Ils s'enregistrent. S'il y a un stage disponible, on leur offre. Si ce n'est pas disponible, on les garde dans notre base de données. Et au besoin, on leur propose des stages. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Je voudrais ajouter sur ça en disant que la plupart des gens qui nous viennent, que vous soyez financier, médical et tout, beaucoup de nos collègues, en tout cas, ont bénéficié de cette formation de Bioforce parce que je voudrais préciser, quel que soit votre profil, la coordination de l'action humanitaire va s'imposer à vous. Vous êtes un médecin, vous voulez devenir coordinateur médical, il faut que vous y connaissiez comment manager les actions humanitaires. Et beaucoup de collègues ont bénéficié de ces formations au niveau de Bioforce. La coordination au niveau administratif et logistique. J'ai eu plein de collègues qui ont bénéficié de ça, soutenus d'ailleurs par notre organisation. Chez nous, on soutient une partie du financement et le candidat s'occupe de l'autre partie. Donc, juste dire aux collègues que, quel que soit votre profil, si vous voulez travailler dans l'humanitaire, la formation de base seule, peut-être au début, mais si vous voulez avancer en étant, par exemple, infirmière, le responsable des soins infirmiers, vous devez coordonner toute une action d'infirmerie. Vous avez besoin de la base de comment on intervient en action humanitaire. Et là, c'est des formations que Bioforce offre. Donc, précisez ça, que la formation de base seule, bon, au début, c'est bon, mais souvent, quand nous commençons sur le terrain, on quitte le terrain pour aller à Bioforce pour compléter ça, pour pouvoir prendre un peu d'ampleur. Merci, docteur Jean-Pierre. Oui, ce que permet Bioforce, c'est certainement de prendre de la perspective et de réfléchir en fait sur d'autres dimensions que peuvent prendre une intervention déjà commencée dans le secteur de l'humanitaire ou de la solidarité. C'est en ça que c'est souvent intéressant. Ça permet aussi de développer d'autres aspects, des questions de réseau, car quand vous intégrez un groupe, vous bénéficiez de la diversité et ensuite du réseau qui se noue au sein des cohortes que nous avons. Je ne veux pas vendre plus que ça à nos formations, mais je pense que on apporte ces aspects-là. En revanche, je tiens à signaler une chose dans tous les recrutements, quels que soient les statuts. Ce qu'on va demander, de toute façon, à toute personne voulant rejoindre le secteur de la solidarité, c'est d'être humain avant tout et d'apporter du savoir-être. Il est vrai que nous essayons, nous, de faire apparaître, de faire mettre en relief ce savoir-être dans nos formations, mais toute personne qui fait son introspection peut aussi le développer par soi-même. Alors, je vais regrouper certaines questions puisqu'on avait des questions de la part d'un docteur vétérinaire en santé animale et puis on avait des questions sur la recherche et peut-être si l'un ou l'autre, peut-être Valérie, vu qu'on sort du Geneva Health Forum, ça vaut le coup de faire le lien entre nos métiers de praticiens et puis l'enseignement supérieur et la recherche pour aussi mettre un peu de perspective multisectorielle et pluriacteur dans la transversalité des métiers et comment est-ce que la recherche appliquée nourrit nos protocoles d'aujourd'hui, comment les organisations internationales qui donnent les procédures se nourrissent aussi des travaux de recherche universitaires, etc. Et puis si d'autres veulent compléter ou prendre le lead, libre à vous.
Ouais, c'est une sacrée question. Et puis ça vient en lien avec la question qu'on a adressée il y a 10 minutes, un quart d'heure sur la recherche, notamment biomédicale ou en pharmacie, je ne me rappelle plus. L'humanitaire, au départ, était plein de bonnes intentions pour répondre aux besoins des gens dans des situations de crise, quelles qu'elles soient. Depuis une bonne vingtaine d'années, la réponse humanitaire s'est professionnalisée et notamment avec de la recherche opérationnelle. Toutes les grandes organisations aujourd'hui ont une capacité pour faire de la recherche, ont souvent inclus dans leur organisme des gens qui peuvent faire aussi bien de l'épidémiologie, poser des questions de recherche, un comité éthique pour pouvoir répondre aux grandes questions. Souvent, les questions, c'est ce qu'on appelle de la recherche opérationnelle. Donc, on a un problème sur un sujet, dans un programme, et on se dit, puisqu'on ne sait pas y répondre, on va essayer de collecter des informations avec une méthodologie adaptée. Peut-être, Jean-Pierre, tu pourras nous dire un peu les recherches d'Alima, parce que vous en faites pas mal, notamment en nutrition, mais peut-être aussi dans ton domaine, je ne sais pas. Donc, on essaye de mettre en place des protocoles et on essaye de répondre de façon pragmatique et le mieux possible à une situation. En plus de ces recherches opérationnelles, beaucoup des organismes humanitaires ont créé des satellites pour pouvoir mieux adresser ces questions de recherche. C'est par exemple le Épicentre, qui est un satellite du mouvement MSF et qui se consacre notamment au départ pour la recherche d'MSF. Ils se sont diversifiés et soutiennent d'autres organisations. Mais il y a aussi des satellites qui vont essayer de répondre comment pouvoir traiter des maladies infectieuses tropicales et négligées. Par exemple, la malaria, c'est le cas du DNDi, qui est un des satellites du mouvement MSF, pour pouvoir répondre à des questions qui sont complètement négligées parce que pas importantes pour le Nord. Et du coup, il y a peu d'argent qui est mis, puisque ce sont des problématiques du Sud qui n'ont pas réellement qui ne vont pas amener vers des marchés importants qui seraient intéressants pour les pharmaceutiques, notamment posés au Nord. Quand on fait cette recherche opérationnelle à différents niveaux, comme je viens de vous expliquer, on est souvent en lien avec des chercheurs du Nord qui sont plutôt dans des recherches fondamentales pour pouvoir se nourrir les uns les autres. Et ces différents acteurs se rencontrent dans des forums. Donc, il y a souvent des forums à Genève, mais il en existe sur la Terre entière, où à partir d'une thématique, donc qui peut être le HIV, qui peut être l'environnement ou autre, on essaye de mettre en contact des gens qui font de la recherche clinique ici avec des gens qui ont des questions du terrain et qui font de la recherche opérationnelle. Et c'est le cas du Geneva Health Forum qui s'est tenu la semaine dernière à Genève, évidemment. Voilà ce que je pourrais en dire, Laetitia. Peut-être que Jean-Pierre pourrait compléter largement ce que je viens de dire. Oui, d'accord. Oui, pas largement, vous avez dit tout. Je voulais juste donner l'exemple de Alima dans le domaine justement de la malnutrition, où comme vous venez de le dire, le problème qu'on a constaté, c'est que les protocoles nationaux pour identifier les enfants malnutris et assurer la prise en charge a montré des insuffisances en termes d'identification, de prévention et d'efficacité de prise en charge. Donc, Alima l'ayant constaté, il y a une étude qui a été initiée il y a de cela, je crois déjà 5 ans, que nous avons appelée Optima. On a fait ça au Niger, au Mali, en RDC et tout. Et donc, menée par nos chercheuses et nos chercheurs, dont certains sont aux États-Unis, à Marseille et puis à Dakar. Et la conclusion, c'était justement, comment dire ça, ramener l'identification de la malnutrition et la réponse proposée au contexte d'intervention pour éviter les déficits d'identification et les récidives en matière de prise en charge. Et donc, un protocole
thérapeutique a été proposée, qui est en fait d'être expérimentée. L'étude a été présentée la dernière fois en RDC, une publication scientifique est en cours. Et maintenant, après cette phase, c'est comment faire le plaidoyer pour que les pays acceptent de réviser les protocoles nationaux. Donc, voilà un exemple pour appuyer ce que vous venez de dire. Donc, c'est effectivement une recherche opérationnelle. C'est découler des constatations de notre intervention. Vous prenez 10 enfants, vous les prenez en charge et ils vont bien rentrer à la maison. Peut-être 3 mois après, 4 parmi eux reviennent ou 5 parmi eux reviennent et ça recommence. Du coup, il y a un problème dans le dispositif. Merci à tous les deux. Et là, j'ai une dernière question et je pense que ce sera là un peu la dernière question avant la conclusion. C'est une ONG en cours de création sur les violences basées sur le genre et en particulier de la planification familiale et le leadership féminin, qui demande des conseils sur la structuration de son ONG et le réseautage. Alors, c'est au Niger. Est-ce que les uns les autres, vous avez eu l'occasion d'avoir des programmes sur le genre, sur la santé mère-bébé, santé familiale au Niger, qui puissent donner quelques noms d'ONG sur place qui travaillent sur ces thématiques à notre participante? Pas spécialement. Au Niger. Alors, si vous aurez quand même parmi les grandes ONG présentes au Niger, vous trouverez toujours Save the Children, qui, n'étant pas française, est certainement toujours en place, qui a pas mal de programmes en mère-enfant et protection. Et donc, protection, c'est protection des enfants et aussi protection des femmes, qui a un grand travail de plaidoyer contre les mutilations génitales et qui va avoir des sujets en lien avec ce que vous avez mis en avant dans votre message, même si certainement votre message ne reflète pas l'intégralité de tout ce que vous souhaitez porter. On peut peut-être citer aussi l'UNICEF, en fait, hein, qui peut être un point de référence. Et ONU Femmes, qui sont certainement présents aussi. Et puis certainement qu'il y a des associations locales sur ces thématiques. Il ne faut pas hésiter à chercher sur les réseaux sociaux avec des mots-clés, à chercher sur Internet. Ce qui est certain, c'est que c'est en tout cas la bonne démarche de chercher à travailler en collaboration et en transversalité avec d'autres structures. Ça, c'est vraiment le point de départ, parce que ça sert à rien de dupliquer ce qui existe déjà et parfois, on a besoin de se dupliquer parce qu'on n'est pas dans les mêmes zones géographiques. Donc, c'est parfois quand même nécessaire, mais c'est bien d'être en lien avec ceux qui existent déjà et qui peuvent être une source de soutien pratique, méthodologique et aussi parfois de soutien moral. Donc, plein succès à votre nouveau projet. Voilà. Oui, tout à fait. J'en profite pour mentionner que le prochain Zoom métier de la Cité de la Solidarité Internationale sera, Lucie, tu me corriges si je me trompe, mais le prochain, il est bien sur les métiers du genre. Oui, tout à fait. Donc, avec une date prévue fin septembre. Fin septembre, grosso modo, pour avoir la période dans votre calendrier. Et justement, on aura l'occasion d'avoir des intervenants dont les spécialités de chacun sont en lien avec les programmes de genre ou la question du genre de manière transversale dans les programmes autres.
Par exemple, le niveau de participation des filles pour tout ce qui est suivi, évaluation des programmes.